Oui, ben oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. Sinon, OK. Tu peux parler devant l'écran. Ouais, ben j'en ai entendu parler. C'était-tu une prise VGA? Il n'y a pas de son? non, il n'y a pas de... Prise VGA à côté? Peut-être pas mal derrière la télévision. Mesdames, messieurs, je vous inviterai à vous asseoir. On va commencer. Étant donné que vous avez vu un changement à l'horaire, mon président m'a chamboulé un peu mon horaire, mais je l'aime bien quand même. C'est bon? OK. Bon, bien, M. Bouchard, vous savez, il est directeur général et porte-parole du MOA Québec français. Il coordonne aussi Partenaires pour un Québec français. Et de 2009 à 2012, il a travaillé à titre de chercheur pour le bureau du député de Bordeaux, Pierre Curzi. Et il a rédigé plusieurs études au cours de son mandat. À toi, Éric. Ah ben bonjour tout le monde. Full en délire. Pardonne-moi, Charles. Charles, mon mentor. Charles qui m'a tout appris. Je m'excuse de passer devant toi. Je veux dire... Place aux jeunes. Hein? Non, c'est... Pardonnez-moi, c'est juste que on a rencontré le ministre partenaire pour un Québec français, donc la coalition dans laquelle la Société Saint-Jean-Baptiste et le Mouvement Québec français, dans le fond, un peu la pierre angulaire de cette coalition-là, avec les grands syndicats du Québec. Eh bien, on a rencontré le ministre Fortin cette semaine, suite à plusieurs rencontres qu'on avait faites avec le cabinet du ministre pour faire des demandes de modification, pour faire en sorte que le statut du français soit plus élevé. Et donc là, il faut réagir à ce que M. le ministre nous a proposé. Et disons qu'une coalition à 10 personnes, c'est pas simple d'en arriver à une réaction commune. Et donc, ça n'arrête pas, en bon français, de buzzer sur mon téléphone parce que tout le monde y va d'un commentaire sur la façon dont on devrait tourner la... Donc, je devrais quitter tout de suite après mon allocution. Je m'en excuse à tous, puis je m'excuse à mon super mentor, Charles, qui... C'est lui qui m'a formé. Mais c'est bon, il faut que je te fasse un petit hommage quand même. Charles, non, court. Quand je suis arrivé dans le dossier linguistique avec Pierre Curzi, je connaissais absolument rien. Et à un moment donné, je me suis mis à appeler Charles. Puis là, Charles, il était, en bon français, il était grippette. Il voulait rien savoir de me parler parce que les péquistes n'avaient rien fait pendant des années. Puis Pierre Curzi représentait les péquistes qui n'avaient rien fait pendant des années. Puis avec le temps, j'ai réussi à l'amadouer. Puis, par la suite, finalement, il prenait à peu près 2 à 3 heures par semaine au téléphone pour m'expliquer l'ensemble du dossier linguistique. Donc, il m'a formé de A à Z. Puis, si aujourd'hui, j'ai cette facilité-là à parler du dossier, c'est bien parce que Charles m'a formé. Donc, j'en profite de te dire merci. C'est une façon de m'excuser de passer devant toi. Je suis bouche bée, là. Charles n'aime pas les hommages. Alors, on va commencer. Avant la loi 101, là, en 1977, le français, c'était aucunement une langue prestigieuse sur le territoire québécois. Les plus vieux le savent, les plus jeunes le savent moins. L'objectif premier, quand on dit qu'on va faire du français la langue commune dans l'espace public, c'est une façon de dire on voulait que le français devienne la langue prestigieuse du territoire. C'était ça l'objectif de la loi 101, la langue la plus prestigieuse du territoire. Force est de constater qu'aujourd'hui, la loi 101, parce que c'est un colloque sur la loi 101, pour toutes les raisons que les gens vont expliquer aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif de faire en sorte que ce soit une langue prestigieuse sur le territoire. C'est devenu une langue semi-prestigieuse. Donc, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on va faire l'analyse de ce qui s'est passé, puis de ce qu'il y a à faire dans l'avenir, mais l'objectif reste toujours le même, c'est de faire en sorte que le français devienne la langue la plus prestigieuse sur le territoire, comme ça, de façon naturelle et sans effort. Tous ceux qui vont arriver sur le territoire québécois vont vouloir l'apprendre le français. Ça va être d'une simplicité limpide. En Alberta, tous les immigrants veulent l'apprendre, l'anglais, parce que c'est la langue la plus prestigieuse du territoire. Les immigrants à Berlin, ils veulent l'apprendre, l'allemand. Puis les Pakistanais qui arrivent en France, ils veulent l'apprendre, le français, parce que c'est la langue de prestige. La langue nationale, c'est vraiment une langue de prestige. Donc, l'objectif de la loi 101, c'était d'en venir à ça. Alors, Camille Lorrain, aujourd'hui, moi, j'utilise la notion d'écosystème linguistique. L'écosystème linguistique, dans le fond, c'est emprunté à ce que les écologistes ont utilisé pour nous faire comprendre comment on devait agir
dans le milieu de l'environnement pour faire en sorte qu'on demeure dans un milieu sain sur la Terre. Donc, ils nous ont expliqué qu'il y a différents éléments qui composent, dans le fond, un système, puis chacun de ces éléments-là doivent être oxygénés, doivent être hydratés. Puis si tout ça est bien hydraté, bien, on vit dans un monde environnementalement sain. Si plusieurs des éléments de l'écosystème ne sont pas respectés, bien là, on vit dans un monde qui est pollué. Donc, c'est pour ça que depuis des années, on agit en environnement sur l'air, l'eau, le sol. Puis là, on est en train de voir comment nous, on peut favoriser certaines choses en faisant en sorte qu'il y ait plus d'abeilles, que ça va aider la pollinisation. Bref, on nous a fait comprendre chez les écologistes ce qu'il fallait faire pour vivre dans un environnement sain. Et donc, Camille Lorrain a peu utilisé ces mots-là. Mais la loi 101, il a pris l'écosystème linguistique de l'époque, pris chacun de tous les éléments de l'écosystème. Il a regardé ça et il a dit, OK, comment on pourrait faire pour hydrater puis oxygéner cette partie-là de l'écosystème? Puis si chacun des éléments de l'écosystème est bien oxygéné, eh bien, de façon naturelle et sans effort, la langue la plus prestigieuse sur le territoire québécois va être le français. Donc, il l'a fait, première des choses, avec l'administration, la langue de l'administration puis la langue de la justice. Tu sais, c'est les premières parties de la loi, puis c'est dans le préambule. Tu sais, l'Assemblée nationale a résolu à faire du français la langue de l'État. Il n'a pas dit la langue du commerce, il n'a pas dit la langue des affaires. La première chose, la langue de l'État. Puis il se disait, l'État, là, ça, c'est comme le cœur. C'est comme le cœur de l'écosystème. Si l'État met tout son poids du côté du français, bien, tous les autres éléments de l'écosystème devraient suivre. Donc, si l'État ne fonctionne qu'en français, dans la façon dont il s'exprime au niveau de l'affichage, dans la façon dont il s'exprime avec la population, bien, le message envoyé, ça va être à ceux qui vivent sur le territoire. C'est en français que ça se passe. En fait, pas besoin de déclarer le français langue officielle. C'est pas besoin de le déclarer. Si l'État met tout son poids du côté du français, ça devient officiellement la langue officielle. Donc, ça, c'était le cœur. Puis pourquoi c'est important? Bien, au Québec, là, je vous pose une question, mais combien, d'après vous, d'emplois y a-t-il en pourcentage des emplois de l'État? Fédéral, provincial, municipal. D'après vous, y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Là, vous n'êtes pas encore réchauffé, là. Donc, je vais vous donner la réponse. C'est le quart des emplois au Québec, c'est des emplois de la fonction publique. Donc, si l'État met tout son poids du côté de la langue française, ça veut dire qu'un quart des emplois vont se passer en français. Puis ces emplois-là, ils ont des liens avec les emplois du secteur privé. Fait qu'imaginez le pouvoir, le prestige de la langue française. Donc, quand on dit la langue de l'État, la langue de la justice, quand tu t'attaques à la langue de la justice, c'est de dire comment ça va se passer dans nos cours, comment vont se passer les jugements. Donc, ça a une incidence majeure sur le secteur privé qui fait souvent affaire aussi avec la justice. Encore une fois, dans l'État, la langue de l'enseignement, il a touché à ça, puis là, c'est le gros débat de cette fin de semaine au Congrès du Parti québécois, jusqu'à quel point on va pousser pour que la langue de l'enseignement soit le français. Pour que la langue, puis il y a des gens, j'ai lu dans Le Devoir ce matin, qui parlent d'étendre la loi 101 au CPE. C'est quand même de l'enseignement. Je n'ai pas dit que je suis pour, je n'ai pas dit que je suis contre. Bon, j'ai peut-être déjà écrit un projet de loi 593 quand j'étais avec Pierre Curzi où je disais qu'il fallait étendre la loi 101 au CPE, il fallait l'étendre au cégep. J'ai peut-être déjà fait ça. Disons que si ça se passe en français au CPE, ça se passe en français au primaire secondaire, ça se passe en français au cégep, puis rendu à l'université, c'est sûr que c'est plus compliqué la façon dont le financement fonctionne, mais si on a cette volonté-là collective, encore une fois, c'est l'État qui met son poids du côté du français. Et par la suite, si l'État a mis tellement tout son poids du côté du français, bien là, c'est sûr et certain que là, la langue d'affichage, elle suit. C'est pas juste un miroir de ce à quoi on voudrait ressembler, parce que le débat sur l'affichage, c'est notre miroir. Donc, on se reconnaît-on quand on marche dans la rue à Montréal? Et là, actuellement, on dit qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'il y a une plus grande bilinguisation. Mais dans les faits, et c'est là que j'en viens à le désir collectif. Veut-on vraiment que le français devienne la langue la plus prestigieuse? Moi, je ne crois pas personnellement. Puis je vais vous expliquer pourquoi
je ne crois pas qu'on désire ça profondément. Avant les baby boomers, là, donc il y a un monsieur qui s'appelait Camille Lorrain, puis du monde de cette génération-là, eux autres qui ont dit, bon, ça suffit, hein, ça suffit d'être né pour un petit pain, puis on va faire en sorte que le français devienne la langue la plus prestigieuse, puis grâce à ces gens-là, ben il y a eu toute une impulsion, puis aujourd'hui, il y a plein de gens, les francophones, qui sont à la tête de toutes les sociétés, de toutes les directions générales, de tout ce que vous voulez. On a pris notre place au niveau du travail dans la hiérarchie. Mais au niveau de la langue, on a encore le réflexe du colonisé. On n'a pas pris notre place comme on devait la prendre, parce qu'on est encore dans une langue semi-prestigieuse, puis je vais vous expliquer pourquoi qu'on n'est pas comme à l'époque de 77. Quand on dit « Ah, les jeunes, ça ne les intéresse pas, la question de la langue », ce n'est pas les jeunes que ça n'intéresse pas, c'est les adultes de 45 ans qui sont dans des postes de direction. Tu sais, je dis 45-55 ans, là, ma génération à moi, qui ne veut pas se battre pour la question du français. En 77, il y a eu des adultes qui avaient 45-50 ans et qui disaient « ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que ça se passe de telle façon ou de telle façon. » Puis là, il y a des profs qui disaient dans les syndicats « ça n'a pas de bon sens, on perd des élèves au profit du réseau anglais. » Là, ça se mobilisait. Puis c'est ces adultes-là, ces profs-là, ces directeurs d'école-là à l'époque qui ont tellement poussé qui a fait en sorte que Camille Lorrain, lorsqu'il a écrit ça, cette loi 101-là, le fruit était mûr. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, s'il y a une demande pour des cours plus en anglais dans un cégep de la Ville de Québec, pour ne pas nommer le cégep de Sainte-Foy, le directeur du cégep, il ne dira pas « Ouais, on est en train de perdre des effectifs au profit du cégep anglais. » Il va dire « Il faut bilinguiser l'offre de cours. » C'est quoi ça? À une certaine époque, on n'aurait pas dit qu'il faut bilinguiser l'offre de cours. On aurait dit « Ben non, il faut appliquer la loi 101 collégiale. » Or, on n'entend aucun directeur de cégep de langue française qui sont en perte d'effectifs dire qu'il faut appliquer la loi 101 collégiale. Personne ne parle. C'est grave, là. Donc, si ces adultes-là ne parlent pas, si les politiciens ne parlent pas, si tous ceux qui sont en place, qui ont une position pour parler, ne prennent pas leur place, comment voulez-vous qu'on en arrive à avoir une langue la plus prestigieuse? Après ça, comment voulez-vous que les jeunes nous suivent? Pourquoi? Moi, je suis entré dans le débat de la langue tout jeune. Bien, en 77, j'avais 4 ans. 10 ans après, 10-15 ans après, 10-11 ans après, je travaillais au McDonald's. Je la compte souvent, cette histoire, mais c'est pour vous l'imager. À un moment donné, tout se passait en français chez McDonald's. La loi 101 avait fait ses effets. Mais à un moment donné, ils sont mis à écrire les horaires en bilingue. Bien, moi, je me mettais à écrire les horaires en français. Il réécrivait en bilingue, j'ai réécrivé en français. Et à un moment donné, je me fais convoquer par le directeur du McDonald's. Puis il me dit, il s'appelait Jay McDonald en anglophone, tu sais, du haut de ses 40 ans, tu sais, quand tu es dans la quarantaine, tu as tendance à être un peu plus sûr de toi, tu sais, tu as vu neiger. Et là, il me dit, ça va pas, Éric, tu fais de la politique au travail. Puis là, je me suis levé, puis je l'ai regardé dans les yeux, je dis, hey, j'en ai à la loi 101 de notre côté. Je dis, si tu t'avises de me faire du trouble sur la question de la langue, bien, tu vas voir que moi, je vais aller me plaindre. Et 3 semaines après, j'étais promu. OK? C'est une question d'attitude, mais mon père puis mes aïeux, il y avait une attitude de se tenir droit, grand, fier et debout. Ça, c'était une question d'attitude. Or, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux jeunes de dire qu'ils ne sont pas dans le dossier linguistique. Les adultes de mon âge tergiversent. OK? On se demande, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Puis là, j'arrive avec la fin de l'exposé. On peut continuer longtemps, là, on peut faire tout ce qu'a fait Camille Lorrain. Tu sais, dans le fond, lui, il a pris l'écosystème, puis il a regardé chacun des éléments, la langue de travail, la langue du commerce, la langue, dans le fond, des conventions collectives, la langue de l'éducation. Il a regardé tout ça, puis il a décidé, on va oxygéner, puis on va bien hydrater cet écosystème-là, puis le statut de la langue française va être des plus élevés. Ça fait 8 ans que je travaille le dossier linguistique. Ça fait 8 ans qu'on produit des études. Ça fait 8 ans qu'on analyse le sujet. On sait ce qu'il y a à faire. Pierre Curzi a écrit, je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale, le projet de loi 593. Je l'ai rédigé de A à Z en consultant un paquet de monde. On sait ce qu'il y a à faire. Là, il faut juste agir. Puis la question, c'est là, est-ce qu'on a le goût d'agir sur cet écosystème linguistique-là? En environnement, tout le monde est prêt à agir. Là, actuellement, moi, je fais du porte-à-porte, je me lance en politique municipale. De quoi je parle? Tu sais, je parle d'agriculture urbaine, je parle de réduction de la vitesse, de transport actif. Puis là, tous les jeunes parents, là, oui, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Tout le monde tripe. Puis tout le monde veut aller vers là.
Mais il y a des adultes, dans 40, 50 ans, puis 60 ans, là, qui en parlent des questions d'environnement depuis des années, puis qui veulent la mettre de l'avant. C'est pour ça que les gens sont prêts à aller de l'avant. Quand les gens disent « Ouais, les gens ne sont pas prêts sur la question linguistique », c'est que les leaders, pas juste Maxime Laporte de la SSJB, puis Éric Bouchard du MQF, et Mario Beaulieu du Bloc québécois, puis quelques experts qu'on est ici dans des salles, puis on se voit toujours un peu, puis on a tendance à... Puis c'est fun de se voir, là, je suis content de vous voir, mais ça serait le fun qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la parole sur ce dossier-là que ceux qui sont supposément des experts ou ceux qui sont des groupes de défense du français. Et c'est là que ça va avancer. Puis ça, c'est une question d'attitude. Puis l'attitude, actuellement, c'est que le francophone, ce n'est pas des anglophones le problème, ce n'est pas des anglophones le problème. C'est des francophones qui sont dans des positions de pouvoir et qui décident de ne pas bouger. Donc, le français, c'est simple. Il reste juste une chose à faire. C'est agir. Plus besoin de faire des études, plus besoin de faire des colloques, plus besoin de faire ce genre de choses-là. Là, il faut juste que des leaders veuillent s'y intéresser. Puis c'est pas à défaut, nous, au Mouvement Québec français, on essaie d'en joindre plusieurs. Et souvent, ça laisse lettre morte. Puis ces leaders-là ont une image de ceux qui défendaient la langue dans les années 70. Puis là, comme eux autres, ils sont ouverts sur le monde, ces nouveaux leaders-là, dans la quarantaine, puis qui veulent se distancer de cette façon-là de parler du dossier linguistique, ils disent, là, ils font un homme de paille, ils disent, regardez, nous, on ne veut pas ressembler à ça. Mais Maxime Laporte, Éric Bouchard, Charles Castonguay, Éric Poirier, on ne parle pas de la langue comme on en parlait dans les années 70. C'était bien à l'époque, on en parle d'une autre façon, mais ces adultes-là, pour se distancer de nous, ont tendance à nous dépeindre comme étant des espèces d'épouvantails. Puis alors qu'ils ne connaissent aucunement le dossier linguistique. Donc, si on veut avancer, là, il va falloir que ce soit faire pression sur les jeunes de notre génération, ceux qui sont dans des postes de pouvoir, partout, dans les cégeps. Avez-vous entendu parler d'un prof d'université à part Denis Monnière? Non, mais y a-t-il un prof d'université qui parle du français? Actif, là, aujourd'hui, là, qui est dans la quarantaine? Chevrier, OK. Après ça, il y a Guillaume Rousseau, trop jeune. Non, mais ils sont trop peu. Alors que le surfinancement des universités anglophones, il devrait y avoir un paquet d'universitaires qui devraient prendre position là-dessus dans les universités de langue française. Pourquoi on ne les entend pas? C'est pas obligé d'être ceux qui étudient le droit linguistique qui parlent. Ça peut être quelqu'un qui étudie en chimie puis qui dit, bien, coudonc, ça n'a pas de bon sens qu'on ait moins de fonds dans nos universités que les universités de langue anglaise. On n'entend pas ces gens-là. Et c'est quand ces adultes-là vont se mettre à prendre la parole publiquement qu'un paquet de gens qui vont les suivre. D'ici ce temps-là, on sait ce qu'il y a à faire. On continue de parler de la langue, mais je pense qu'il va falloir viser puis mettre les personnes, les adultes qui sont en position de pouvoir de façon large au Québec, il va falloir les mettre sur la sellette et leur dire « Hey, prenez position, là, parce que c'est vous autres, les francophones, qui faites reculer le dossier linguistique. C'est pas les anglophones et c'est pas les allophones. » Merci beaucoup. Prends les questions. Non? OK. On va passer tout de suite à M. Castonguay et, si possible, vous emmener à une trentaine de minutes parce que, par respect pour Éric Poirier et Guillaume Rousseau, qui m'ont donné leur réponse il y a 2 mois. Fait que j'apprécierais qu'on leur... Surtout que M. Rousseau doit quitter. Moi, je viens de Gatineau. Oui. Je ne viens pas de Montréal. À vous, M. Castonguay. Alors, je vais vous assommer avec une autre étude. D'abord, jetons un coup d'œil sur l'évolution du poids de l'anglais au Canada depuis 1951 en ce qui concerne la langue maternelle. Et depuis 1971, on a aussi l'information sur la langue parlée le plus souvent à la maison, ce qu'on appelle couramment la langue d'usage au foyer. L'écart entre les 2 courbes que vous voyez là s'explique par
l'assimilation linguistique, tout simplement. Cet écart, ça illustre le profit qu'apporte à l'anglais l'assimilation linguistique de nombreux allophones et de nombreux francophones aussi. Un peu au Québec, beaucoup à l'extérieur du Québec. Au dernier recensement, 400 000 francophones anglicisés. C'est pas mal. L'évolution langue maternelle manifeste des hauts puis des bas. Il y a des baisses pendant les périodes de forte immigration, comme dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, vous la voyez là. Il y a une autre baisse depuis que le Canada a décidé d'ouvrir les vannes à l'immigration massive. Et il y a des hausses lorsqu'il y a moins d'immigration et l'assimilation fait son œuvre. À ce moment-là, les immigrants et les francophones anglicisés font des enfants qui, logiquement, sont de langue maternelle anglaise et nourrissent la démographie du groupe majoritaire de langue maternelle anglaise. Alors, c'est pour ça qu'il y a une hausse là, dans les années 80. Dans les années 70, l'immigration après la Seconde Guerre mondiale a slacké un peu. Et bien, l'anglais, grâce à l'assimilation, a refait son poids. Puis là, il perd son poids. C'est pas important parce que quand vous regardez la courbe langue d'usage, là, c'est l'indicateur la plus pertinente. C'est la langue parlée au moment du recensement. C'est pas la langue maternelle. Moi, ça fait 77 ans que je parlais l'anglais comme langue maternelle. Mais c'est des vieilles nouvelles, ça, là. Les gens changent leur comportement linguistique. 10% de la population canadienne parle comme langue d'usage au foyer autre chose que leur langue maternelle. Alors, c'est important, l'assimilation linguistique, contrairement à ce que M. Marc Termotte, le démographe québécois, affirme à chaque fois qu'il prend la parole en public. C'est pourquoi la langue d'usage anglaise, il n'y a pas de problème. Ça se maintient entre 66 et 68% de la population du Canada, les 2 tiers. Il n'y a pas de problème pour l'anglais. Oh, vous avez peut-être remarqué en fin de course, là, en 2011, j'ai mis une ligne brisée là, entre 2006 et 2011. C'est que le questionnaire Harper a fait croire à une remontée de la population de langue maternelle anglaise en 2011. Tous les démographes savent que c'est impossible. Ce n'est pas la fécondité anglophone qui a décollé, là. C'est tout simplement Harper qui a mis la hache dans le questionnaire et les gens ont répondu différemment. Chaque fois qu'on change un questionnaire, on a des réponses légèrement, parfois sensiblement différentes. Et dans ce cas ici, cette remontée est tout à fait artificielle. Vous la voyez aussi avec la langue d'usage, ça baissait, puis là, ça ralentit, n'est-ce pas? La chute a ralenti un peu entre 2006 et 2011. N'y portez pas attention. C'est pour ça que j'ai mis des lignes brisées, là. J'ai fait des notes, alors je ne veux pas rater. On va passer au français. Encore là, l'écart entre les 2 courbes, on a, pour la langue d'usage, seulement on a l'information depuis 1971. On peut remonter plus loin dans le temps pour ce qui est de la langue maternelle. En 1951, c'était quasiment 30% de la population. Qu'importe, l'écart entre les 2 courbes illustre les pertes du poids du français quand on passe de la langue maternelle à la langue d'usage à la maison, encourues à cause de l'anglicisation d'un certain nombre de francophones et d'une francisation inadéquate d'un nombre adéquat d'allophones. On n'arrive ni au Canada à combler les enfants qu'on ne fait pas,
Mais sur ce plan-là, les francophones ne sont pas plus coupables que les anglos. Les anglos non plus, ils ont à peu près la même fécondité depuis une vingtaine d'années. Franco et anglo sont semblables tout à fait sur le plan de la fécondité. C'est que l'anglais assimile. Et les anglicisés font des enfants de langue maternelle anglaise et la roue tourne. Et les francophones anglicisés font des enfants de langue maternelle anglaise. Ils ne sont pas là pour la population de langue d'usage française. La langue maternelle en bas âge, n'est-ce pas, c'est la langue d'usage le plus souvent, là. Normalement, c'est la langue d'usage de l'enfant à la maison en bas âge. Alors, langue d'usage est en dessous de langue maternelle, c'est à cause de ça. Le français ne performe pas de façon adéquate pour maintenir son poids au Canada. L'anglais performe adéquatement pour maintenir son poids au Canada. Alors là, il y a un déséquilibre fondamental et je suis ravi qu'il y a des juristes distingués aujourd'hui parce que je veux marteler ce point, enfin, placer ce point dans leurs esprits. Est-ce qu'un principe non écrit constitutionnel voulant le maintien, peut-être même l'épanouissement de la composante de langue française de la population canadienne ne devrait pas faire partie des objectifs politiques du gouvernement du Canada et des principes qui inspirent les jugements, les décisions de la Cour suprême, des juges de la Cour suprême. On protège les minorités, oui, provinciales. Mais il y a une minorité, une grosse au Canada, c'est la française, et elle est en détresse. Elle est en déclin. Vous voyez les courbes, je n'ai pas besoin de vous faire... Le dessin est là. C'est clair comme de l'eau de roche. Et prétendre, enfin, exalter la dualité linguistique canadienne sans tirer les conséquences logiques là, de ce que ça devrait représenter sur le plan de l'action politique et je dirais même de l'activisme juridique est déplorable à mon sens. Et un point, c'est quelque chose, enfin, sujet de réflexion. Depuis, notamment pour ce qui concerne la langue d'usage à la maison, l'indicateur le plus actuel, le plus significatif, c'est pas la langue maternelle, c'est la langue d'usage, mais vous voyez le déclin là aussi, émoussé un peu pendant les 2 derniers recensements. Hein, c'est le questionnaire Harper là aussi qui a augmenté un peu le poids des langues officielles au Canada, pour des raisons dans lesquelles je ne veux pas m'embarquer, c'est les questions de design du questionnaire. Mais toujours est-il, si on prend ça pour du cash, depuis 1971, depuis qu'on a des données là-dessus, et c'est commode, mais c'est depuis plus ou moins l'entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles du Canada, le français est en déclin et a perdu 20% de son importance au Canada en ce qui concerne le poids. Quand on passe de presque 25% en 2016, en fait, on est rendu à 21%. Langue d'usage française, on va voir ça tout à l'heure. Ça représente un déclin de 20%. Je vais vous montrer maintenant un graphique que j'ai présenté déjà depuis quelque temps et qui s'arrête aussi en 2011. Vous avez hâte que j'arrive en 2016, moi aussi. Ces graphiques, je zoome sur la situation au Québec, puis là, je juxtapose l'évolution du poids de l'anglais avec l'évolution du poids du français. De manière à ce qu'on puisse comparer comment ça marche pour l'une et l'autre des 2 groupes linguistiques, des 2 langues. J'ai pris la peine de tenir compte, dans mon graphique, du sous-dénombrement. C'est une estimation de la langue maternelle des personnes qui ne sont pas énumérées à un recensement. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Canadiens qui, pour des raisons
différentes, n'ont pas répondu au recensement. Au Québec, d'un recensement à l'autre, c'est à peu près 150 000 personnes. Ce sont presque tous des allophones. Les allophones sont surreprésentés parmi ceux qui ne sont pas énumérés, et les anglophones aussi. Les francophones, depuis 2 recensements, répondent presque jusqu'au dernier homme et à la dernière femme, présents, ils sont énumérés. Mais on en manque. C'est logique que ce soit parmi les allophones surtout, parce que ce sont des immigrés qui ne comprennent peut-être mal, pas du tout le français ni l'anglais, et ils ont de la difficulté tout simplement à communiquer, à remplir un questionnaire. Ils ont tout de chat à fouetter. Alors, mais Statistique Canada fait cette estimation. Selon cette estimation, le français est rendu, en 2011, à près de 78% de la population, selon toujours le questionnaire Harper. D'où la ligne brisée là, en fin de course, entre 2006 et 2011. Chose intéressante, c'est que la langue d'usage française est au-dessus de langue maternelle. Parce que le français au Québec profite de l'assimilation. Il y a des pertes dues à l'anglicisation d'un petit nombre de francophones, mais c'est effacé par des gains auprès de la population allophone. Ce n'est pas surprenant. On en recrute des immigrants autonomes, des immigrants indépendants, que le Québec sélectionne en fonction, en partie, de leurs compétences en français. On en sélectionne parfois, et même souvent, qui sont des allophones, mais qui ont déjà passé au français comme langue d'usage à la maison avant même de venir au Québec. Ce n'est pas nécessairement l'effet de la loi 101. D'après mes recherches, c'est surtout la sélection des immigrants en fonction de leurs compétences en français qui explique l'avantage que tire maintenant, le profit que tire maintenant du français, de l'immigration allophone, la langue française. L'anglais aussi profite, bien sûr, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'insister dessus, là, de l'assimilation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de période, si vous regardez l'ampleur de l'écart langue d'usage comparativement à la langue maternelle, à la fois pour l'anglais, à la fois pour le français, c'est à peu près de même envergure. Les derniers points, là, à la fin des courbes, là, l'écart est à peu près identique. Est-ce qu'on peut dire que le profit est égal? Non. Dans le cas de l'anglais, c'est un écart qui s'apprécie en fonction d'une population de langue maternelle anglaise d'environ 8%. Dans le cas du français, c'est un profit qui s'apprécie à l'aune d'une population de 80%. Si le français attirait proportionnellement à son poids, l'écart qu'on verrait entre la langue d'usage française et la langue maternelle serait 10 fois ce qu'on voit là. Parce que le rapport entre la population de langue maternelle française, je répète, et celle de langue anglaise est de 80 à 8. C'est de 10 à 1. Alors, on est très loin de l'équité, de l'égalité ou de l'équilibre, si vous voulez utiliser ce mot-là, dont se gargarisent M. Couillard, M. Fournier et compagnie. On en est très loin. On est en très fort déséquilibre. Vous allez convenir que nous avons devant nous l'illustration d'une rupture de dynamique dans l'évolution des poids de l'anglais et du français qui est survenue après le recensement de 2001. Avant 2001, j'ai juste remonté à 91 là, parce que pour des raisons techniques.
Mais avant 2001, on voit bien que la majorité de langue française et la minorité de langue anglaise perdaient toutes deux les plumes à cause d'une immigration d'allophones, puis d'une sous-fécondité à la fois des anglophones et des francophones, tout à fait du même ordre depuis 20 ans au Québec. Il n'y a pas à choisir entre les deux en matière de sous-fécondité. Les anglophones sont aussi sous-fécondes que les francophones. Mais ça change après 2001. Après 2001, l'anglais commence à remonter, à la fois langue maternelle et langue d'usage, alors que le français plonge, comme jamais vu. Et ces deux mouvements simultanés sont vraiment du jamais vu dans l'histoire des recensements canadiens, depuis 1871. L'anglais a toujours baissé d'un recensement à l'autre, largement à cause du déplacement des populations sur le continent nord-américain d'est en ouest. Go west, young man. L'avenir est à Toronto, pas autant à Montréal qu'avant, et à Calgary. Alors, c'est absolument nouveau. Excellente nouvelle pour les anglophones. Vous les avez pas entendus se réjouir en public, hein? Continuez à chialer. The squeaky wheel gets the grease. La roue qui grince, mais c'est celle-là qui reçoit le lubrifiant. Ils connaissent le jeu, les francophones. Don't squeak. Don't get no grease. Bon, la chute du français, c'est du jamais vu également, de cette ampleur-là. Le français, langue maternelle au Québec, n'est jamais passé en dessous de 80% dans l'histoire des recensements. Ah, une seule fois, 1931. C'est passé à 79,7%. 3/10 de point en dessous du 80 historique, là, stable pour un siècle, 80%, plus ou moins. Une fois, c'était moins, en 1931. Forte immigration après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est arrivé après 1931? Ben, il y a eu la crise économique, il n'y avait plus de jobs, plus d'immigration. On fait des enfants. Le français a pris le dessus. En 1941, on était au-dessus de 80. Et ça continuait comme ça jusqu'à tout récemment. Mais comme vous voyez, depuis tout récemment, on est en dessous de 80 et en chute libre. Quelle est la raison pour ce renversement des choses? Ben, le seul facteur démographique d'importance majeure qui vient à l'esprit, c'est la hausse, je dirais insensée, du nombre d'immigrants qui a été mise en vigueur par Jean Charest en 2003. On admet tout d'un coup 50, 55 000, sans problème, là, on a un problème, pareil. On a un problème. Selon les chambres de commerce, on a un problème. Selon ceux qui prétendent que le Québec veut maintenir son poids au sein du Canada, qui est une mission impaisible, on a un problème. Il faudrait 80 000 par année si on voulait faire match nul avec le reste du Canada en matière d'immigration. Là, vous voyez ce que ça pourrait donner dans l'île de Montréal. Wow! Alors, je pense que la cause de cet renversement de tendance et de l'instauration de cette tendance, cette dynamique nouvelle depuis 2001, c'est l'immigration essentiellement. Ça fait plus d'allophones, beaucoup plus d'allophones, ce qui devrait pousser à la baisse à la fois la population anglo et la population franco. Or, ça ne marche pas avec l'anglais parce que tous ces allophones-là, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'anglais les attire en surproportion. L'anglais, c'est juste 8% de la population, mais son profit est égal au profit de la majorité francophone qui représente 80% de la population. Alors, plus il y a de monde à angliciser, plus l'anglais s'en tire bien. Et voilà pourquoi l'anglais monte. La tendance au déclin est aussi claire et nette pour le français dans ce cas ici qu'à l'échelle de l'ensemble du Canada.
Alors, qu'est-ce qu'on faut penser du 87,0% de population de langue d'usage française au Québec en 2011 qu'a annoncé Statistique Canada au mois d'août, le mois dernier? D'où ça sort? 87,0%. On était, selon des données de Statistique Canada, corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement, on était à 80, je ne sais pas quel pourcent, là, 80,7, quelque chose du genre. StatsCan annonce qu'on est à 87,0 langue d'usage française au Québec en 2011 et qu'on est à 87,1 en 2016. Hausse du poids du français. Importance extraordinaire. Where's the problem? Il n'y a pas de problème là, avec le... Tout le monde devrait être content. Hausse aussi du poids de l'anglais. Hausse du poids de la population. Tout le monde est content. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de Jean-François Lisée, une situation gagne-gagne-gagne. Tout le monde gagne. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette nature? On regarde... On regarde le questionnaire. J'espère que c'est assez clair pour vous. Moi, je vais mettre mes lunettes. Les questions qui nous intéressent, ce sont celles du milieu, là. La question numérotée 8, dont la première partie s'intitule... Bon, je lis l'énoncé. Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison? Ça, c'est le questionnaire du recensement de 2016. C'est clair, le plus souvent, c'est la langue principale parlée à la maison, c'est le comportement linguistique principal, c'est ce qu'on appelle la langue d'usage. Usuellement, habituellement, dans le parler de tous les jours, depuis que les données sont là, en 1971, on appelle ça la langue d'usage, en français canadien ou en français québécois. L'aire de réponse, le français est prioritaire, vient l'anglais ensuite, et si vous avez une autre langue que vous parlez le plus souvent à la maison, plutôt que l'anglais ou le français, bien là, vous l'indiquez, allemand, vietnamien, italien, etc. Rien n'empêche de cocher deux cases, français et anglais, ou de cocher français puis d'écrire créole, comme langue que vous parlez également souvent à la maison, en même temps que le français. C'est très souvent le cas parmi la population d'origine haïtienne au Québec, ou anglais et ourdou, par exemple, la langue du Pakistan. C'est très courant parmi les Pakistanais qui sont très scolarisés, ceux qui sont scolarisés notamment, d'être bien bilingues, puis même de parler couramment deux langues, comme langue principale à la maison. Habituellement, normalement, usuellement, Statistique Canada, pour ce qui est de ces réponses doubles dont je viens de vous parler, qui sont possibles mais qui sont rares, peu fréquents, mais ça existe. Ou même triple, on pourrait cocher anglais, français et italien. Et ça, c'est le propre de la communauté de langue italienne de Montréal. Ils sont très fiers d'être trilingues, puis quand ils répondent au recensement, on peut le voir. Quand l'italien est langue principale, souvent l'anglais et le français figurent aussi. C'est comme ça. C'est fait presque partie de l'identité d'un grand nombre d'Italiens. Quoi faire avec ces réponses doubles ou triples? Bien, pendant 30 ans, Statistique Canada les répartissait de façon égale entre les langues déclarées. C'est le bon sens. Si on a 40 000 personnes qui ont répondu anglais et français, simultanément comme langue principale parlée à la maison, 40 000. On va les compter comme quoi? Comme des francophones, non. Pas des anglophones non plus, c'est des moitié-moitié, quoi. On va en compter 20 000 comme étant des franco, puis 20 000 comme étant des anglos. Puis ça va respecter la fréquence d'utilisation de ces deux langues au foyer. Alors, objectivement, c'est vraiment la solution qui s'impose.
à moins qu'on sache quelque chose sur chaque individu, puis on sait, lui parle vraiment le français plus que l'anglais, ou elle parle vraiment l'anglais plus souvent que le français, ce que l'on ne sait pas, bien, il faut respecter les réponses telles que données. Et la répartition égale des réponses doubles et triples fait partie de ce respect de la réponse, et c'est respectueux de la fréquence avec laquelle les répondants parlent ces langues. Ça nous donne un indicateur, si vous voulez, d'un équivalent francophone. 40 000 bilingues à la maison, langue principale, c'est l'équivalent de 20 000 francophones qui ont le français comme langue principale, puis 20 000 qui ont l'anglais comme langue principale. Ça me paraît... Ça a toujours paru aussi à Statistique Canada et la chose sensée à faire. C'est ce que le bon sens nous suggère ou même nous commande. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait au dernier recensement. Ils ont pris toutes les réponses doubles et triples qui comprenaient le français, les ont comptées comme francophones. Ils ont pris toutes les réponses doubles et triples qui comprenaient l'anglais, les ont comptées comme anglophones. Et toutes les réponses doubles ou triples qui comprenaient le tagalog, mettons, ou le swahili, comme étant de langue tagalog ou swahili, allophone. À ce moment-là, tout le monde est content. Et avec la progression du bilinguisme et du trilinguisme dans les foyers, ben, vous avez une progression probablement du poids des uns et des autres. D'où le... Bon, mais ce n'est pas tout. Passons à la deuxième question, la partie B du numéro 8. Cette personne parle-t-elle régulièrement d'autres langues? Au pluriel, je souligne à la maison. C'est une invitation de faire étalage là, de vos compétences linguistiques. Régulièrement. Les analystes de Statistique Canada ont testé cette question avant de la poser pour la première fois en 2001. Ils ont conclu qu'on, régulièrement, c'était ouvert à l'interprétation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dans l'esprit de certains répondants, ça voulait dire quotidiennement. Pour d'autres répondants, ça voulait dire seulement occasionnel. À l'occasion, par exemple, où vous dînez avec vos grands-parents, qui ne parlent peut-être ni anglais ni français. Vous parlez leur langue d'origine. Par politesse. Vous le parlez peut-être mal parce que vous-même êtes passablement francisé ou anglicisé. Mais on fait des efforts. Quand la famille élargie est là, et elle est là une fois par mois ou une fois par semaine, les communautés immigrantes se rencontrent, se tiennent, c'est normal. Ils sont déplacés, ils cherchent les leurs, ils sont bien en leur propre compagnie entre eux. Et bien, ça peut être régulier. Un enfant en immersion, un anglophone ou un allophone en immersion à Toronto, immersion française bien sûr, à Toronto, à Calgary, on regarde les données de recensement, hausse surprenante de déclaration du français comme langue parlée régulièrement à la maison parmi les 5 à 14 ans. Où est-ce qu'ils sont les 5 à 14 ans? Ils sont à l'école primaire, ils sont à l'école secondaire. Ils sont anglophones et allophones. Comment ça se fait qu'ils parlent français à la maison? Parce que j'ai des cours de français, et surtout en immersion, ils doivent devenir des locuteurs compétents du français, parce que ça se passe en français dans la salle de classe. Alors, ils parlent français à la maison, ils se pratiquent entre eux, ils font leurs devoirs, leurs parents les aident. On voit une hausse de la déclaration du français, langue parlée, entre guillemets, régulièrement à la maison, parmi leurs parents, âgés de, mettons, de 35 à 44 ans. Bon, alors tout ça, ça va là-dedans. Bien, Statistique Canada, en 2016, a pris tout ça, tout ce qui avait le français comme réponse, seul ou en combinaison avec d'autres langues, au S, pluriel, parlées régulièrement, entre guillemets, à la maison. Ils ont compté ça comme francophone, langue d'usage. Alors là, c'est deux fautes méthodologiques inexcusables à mon sens. On ne confond pas un comportement linguistique secondaire et un comportement linguistique principal, d'une part. D'autre part, on ne commet pas de glissement sémantique
de détournement de sens qui nous permet d'affubler de l'épithète langue d'usage ou de la locution langue d'usage ce qui ne l'est pas. Une langue parlée à titre de langue, son comportement secondaire à la maison, ce n'est pas ce qu'on entend par la langue d'usage dans le parler habituel en français, canadien ou québécois depuis qu'on a ces statistiques en main. Je ne sais pas à quoi pensait Statistique Canada, à ce recensement ici, mais on fait notre possible pour lui demander de réviser, de refaire ses devoirs et nous permettre de suivre l'évolution du poids des langues au Canada en fonction de la méthodologie qu'ils ont toujours utilisée jusqu'à maintenant et qu'ils arrêtent de confondre langue seconde et langue principale et d'appeler ça la langue qu'on a l'habitude de penser être la langue principale. La commission Laurendeau-Dunton appelait ça la langue usuelle. Bon, c'est pas entré dans l'usage. On a appelé ça plutôt la langue d'usage pour des raisons que je ne sais pas. Les linguistes vont peut-être vous aider, en tout cas. Mais la langue usuelle est là dans le rapport de la commission et c'est eux qui ont recommandé qu'on pose cette question, qui a été effectivement posée après le dépôt du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, a été posée pour la première fois en 1971, après l'adoption de la loi sur les langues officielles aussi. Et c'était censé jouer un rôle important dans la politique linguistique canadienne. Donc, il faut respecter ça, puis il faut respecter les gens, et d'abord les journalistes. Statistique Canada, en dévoilant ces données, habituellement, ils tiennent des huis clos. C'est comme le budget. Les données linguistiques, c'est de la dynamite. Hein? Alors, le huis clos, moi, j'y allais à titre de chercheur autonome, universitaire. Pas de problème. Vous voulez venir, venez. Vous avez votre dossier. Vous ne pouvez pas communiquer à l'extérieur de la salle pendant 1 heure, mais à 7h30 du matin, levez-vous, allez-y. Et bienvenue. Et les journalistes étaient dans la même salle, les politiciens, toutes sortes de monde. Là, les journalistes pouvaient lire la dépêche de Statistique Canada, puis venir nous voir, puis nous demander qu'est-ce que vous pensez, vous, M. Castonguay, des nouvelles données. Puis nous, on donnait notre opinion. Puis là, la nouvelle sortait en fonction de ce que le journaliste faisait comme décantation, là, du spin que voulait donner la dépêche, ce qu'on appelle le quotidien de Statistique Canada, c'est le communiqué, et les documents d'analyse aussi, qui accompagnaient le communiqué, qui approfondissaient l'évaluation des nouvelles données. Et c'est surtout le communiqué qui va frapper les journalistes, frapper l'esprit des journalistes. Ils veulent savoir ce qu'on en pense. Puis on disait ce qu'on en pense. Après un certain temps, ils ont fait en sorte qu'il y avait 2 huis clos. Les experts autonomes étaient dans une salle, dans un édifice, à Tony's Pasture, à Ottawa, les journalistes dans une autre salle, dans un autre édifice. Alors, si les journalistes voulaient savoir ce qu'on pensait, les analystes, il fallait, après 8h30, après que le spin est donné, après que la nouvelle... Il faut que la nouvelle sorte, et vite, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, à part répéter les choses qui sont dans la dépêche, puis peut-être corriger au cours de la journée en fonction de ce qu'ils apprennent en parlant à d'autres personnes. Après ça, on a fermé les portes du huis clos aux chercheurs indépendants, au recensement de 2006 à peu près, 2001, je ne m'en rappelle plus. Là, pour avoir accès au huis clos, je ne pouvais pas y aller comme chercheur autonome. Je me suis accoquiné avec le Bloc québécois en tant que consultant. Puis le Bloc et les partis d'opposition et tous les partis politiques étaient les bienvenus dans le huis clos. Logique, hein? Je veux dire, on veut demander au chef de l'opposition, qu'est-ce que vous pensez du budget? Bien, on voudrait peut-être demander au chef du Bloc québécois, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles données sur la langue? Alors, ça les intéresse. Alors là, j'ai été admis à titre de
consultant, bon, politique. J'aimais pas ça, me compromettre, là, mon indépendance de chercheur. Pas en tout. Je suis très tête de cochon, hein. Mais en tout cas, là, cette fois, ils n'ont même pas admis le Bloc, ni le NPD, ni rien. Juste les journalistes. Ça s'appelle du brainwashing. Ça, c'est digne d'un État totalitaire. Poutine, c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Il vous donne le message, puis voilà le message. Transmettez-moi ça. Bien, c'est ça qui a été transmis. Et c'est ça que vous lisez, par exemple, dans le Devoir. Depuis que Statistique a corrigé ce données, là, il y a eu un cafouillage là, pendant l'été. Puis là, finalement, ils ont constaté qu'ils avaient fait quelques erreurs, des questions de détails. C'est des détails. Pourtant, on en a-tu entendu parler de ces détails de questionnaires avec priorité aux Français, puis ils ont confondu les questionnaires avec priorité à l'anglais, puis l'ordinateur c'est pas un détail, la manipulation dont vous avez été l'objet. Et il devrait y avoir un organisme pour mettre le haut là à ça. Et de dire, écoutez, vous avez la responsabilité de nous donner l'heure juste. Cet organisme, évidemment, c'est l'Office québécois de la langue française, qui a pour mandat de faire le suivi de la situation linguistique et d'en faire rapport au gouvernement régulièrement, au moins à tous les 5 ans. Je répète que Statistique Canada a agi de la sorte, sans avertissement, sans avertir les journalistes qu'ils avaient changé de méthode de compter. Si les journalistes avaient compris, ils auraient ri. Ils se seraient moqués du gouvernement du Canada. Mais le Canada, Statistique Canada, va se faire moquer de lui. Les journalistes vont comprendre. Ça va prendre du temps. Mais c'est difficile. Le congrès du PQ, c'est aujourd'hui. Hein? Sans justification. Ça ne justifie pas cette façon de faire. Alors, l'organisme pour donner l'heure juste, c'est l'OQLF. Mais ce qui est malheureux, c'est que les doctes-démographes qui ont été à l'emploi de l'OQLF ou qui ont dirigé le comité de suivi de la situation linguistique comme président pendant de trop nombreuses années, ont approuvé, ont même initié une nouvelle façon de compter le nombre de francophones au Québec. Ouais. Alors, voici comment. Vous avez votre questionnaire. Au moins, ils n'ont pas compté ceux qui parlent le français à titre de langue comportement linguistique secondaire. Mais en réponse à la question première, quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison? Alors, les réponses doubles et triples qui comprenaient le français étaient regroupées avec le français dans une catégorie qui s'intitule français seul ou avec d'autres langues. Quand même, ils ont voulu que ça s'additionne à 100%. Ils ne sont pas comme Statistique Canada, qui débordent le 100% de la population avec leur façon de compter. Évidemment, ils comptent 2 ou 3 fois les mêmes personnes. Et au Québec, on arrive à 121% de la population avec leur façon de compter en 2016. Et dans la région de Montréal, on arrive à 132% de la population. Et sur l'île, à 142. Et c'est là où se trouve le bilinguisme et le tri dans les comportements et tout. Ça tue de l'allure. Vous riez. Mais quel est cet organisme qui se pique d'être la meilleure agence statistique au monde? C'est vrai, il se pique d'être le meilleur, et si on les traite de meilleure agence, là, ils se félicitent. Oui, c'est nous. Évidemment, c'est une exaltation des comportements multilingues. Et ça, c'est très dans le vent. N'est-ce pas? Multilinguisme, le bilinguisme, métissage linguistique, on est de tout, on est de tous. Il y a une limite quand même. Alors, le QLF n'a pas poussé la chose aussi loin que Statistique Canada. Ils ont compté comme étant
dans la catégorie de langue anglaise seulement ceux qui ont donné l'anglais réponse unique à la question. Ah, ça réduit la part de l'anglais à la partie congrue. Ensuite, il y a une catégorie autre réponse multiple. On ne dit jamais que ça veut dire anglais et langue tierce, langue autre que le français ou l'anglais, mais autre réponse multiple et ensuite population totale. Alors, ça a l'air de ça, la façon de voir de l'OQLF, du Conseil supérieur de la langue française et du secrétariat à la politique linguistique qui ont conjointement diffusé une brochure qui s'intitule « Dynamique des langues en quelques chiffres, simplifiés pour votre bon usage, votre bon plaisir. » Et ça mousse le poids du français, ça fausse l'importance du français. Et à ce moment-là, quand on regarde l'évolution des chiffres d'un recensement à l'autre, parfois on trouve, entre les récents recensements, en 2006 et 2011 par exemple, l'anglais recule un peu, le français recule un tout petit peu, 1/10 d'un point de pourcentage, l'anglais recule davantage, 2 ou 3/10 de point de pourcentage, et davantage encore dans la région de Montréal. Bien sûr, c'est là où est le trilinguisme et le bilinguisme, et tout ça, c'est compté comme étant des comportements où le français est associé, ou bien à titre de langue réponse unique ou de langue parmi les réponses multiples, y compris les réponses anglais et français. Tout ça, c'est multiple avec le français. On ne mentionne pas que c'est multiple aussi avec l'anglais. Alors, où est la juste part des choses? Je nomme Marc Termotte, qui va vous parler cet après-midi, qui était le président dont je vous parle du comité de suivi de 2008 jusqu'à tout récemment, de quasiment 10 ans. Et Michel Payet, qui va prendre la parole également cet après-midi, qui était le démographe employé de l'OQLF et qui a signé un texte virulent attaquant la répartition multiple, la répartition égale des réponses multiples entre les langues déclarées, qui était la méthode habituelle en usage depuis 30 ans à Statistique Canada, par exemple. Et quand j'étais sur le comité de suivi, entre 2003 et 2008, nous avons refusé de publier cette attaque. En 2006, ce document a été refusé. À la fin de notre mandat, une fois que madame, je ne me rappelle plus de son nom, la fille de la maire de Québec, la mairesse de Québec, là, France Boucher, a nettoyé la soupe, comme elle a dit, c'est-à-dire s'est débarrassée de nous au comité de suivi, puis nous en remplacé par d'autres qui étaient plus conciliants ou serviles. Oui, c'est juste, c'est le mot juste. Bien là, l'OQLF a publié l'étude de Payet. Alors, vous pouvez regarder dans la collection suivie de la situation linguistique, il y a une note méthodologique à la toute fin, publiée en 2008, et qui met en cause, qui met en question la façon, je pense, qui est la plus naturelle et la plus objective à traiter ces fameuses réponses doubles et multiples. Je m'excuse, je déborde passablement mon temps. Oui, il faudrait conclure, parce que je stresse pour monsieur Rousseau. Mais je m'excuse, mais je sais que c'est des chiffres, puis c'est difficile à avaler. Hein, puis... Alors, l'OQLF devrait mettre le haut là à ça, mais je ne sais pas. C'est pas à la SAJB de le faire, ni au Mouvement Québec français, hein, qui ont ils jouent leur violon, là, ils sont un parti pris. Ça serait normalement un organisme objectif, là. Il y avait l'Institut de recherche sur le français en Amérique, pendant 2 ans, qui a fonctionné bravement, mais qui a dû plier bagages à cause d'un problème de financement. Alors, je passe à la dernière figure. Alors, j'ai pris les données telles quelles des recensements de 2001 jusqu'à 2016 pour le Québec. Et je les ai répartis, dans le cas des réponses multiples, je les ai répartis de façon égale entre les langues déclarées. Et ben, vous pouvez constater que ça ne change pas grand-chose. Ici, je n'ai pas pu tenir compte du sous-dénombrement, parce que le sous-dénombrement, c'est une estimation qu'on va connaître seulement dans 1 an. C'est fixé avec des techniques assez compliquées.
Alors, ce n'est pas tout à fait des courbes aussi hautes ou aussi basses que dans la figure précédente que je vous ai montrée, où j'ai pris soin de faire entrer en ligne de compte le sous-dénombrement. Mais vous voyez le maintien de l'anglais comme langue maternelle, son progrès léger, mais quand même constant comme langue d'usage, y compris jusqu'en 2016. Et vous voyez le déclin rapide, effarant du français, à la fois comme langue maternelle et comme langue d'usage, jusqu'en 2016 aussi. Je vais terminer là-dessus en rappelant ceci, avec lequel j'avais commencé, c'est que le français est en si mauvaise posture, à mon sens, à la fois dans l'ensemble du Canada et au Québec, qu'il faudrait que le gouvernement du Canada, il faudrait qu'Ottawa en tienne compte, et s'il est sincère dans sa valorisation de la dualité linguistique, qu'il cesse de nous abreuver des hausses ou des baisses de taux de bilinguisme chez les uns puis chez les autres. On est rendu à un sommet historique de 17, je ne sais pas combien de pourcents de Canadiens qui se disent capables de soutenir une conversation à la fois en français et en anglais. Ouais. Est-ce qu'ils s'en servent vraiment? Ça ne nous enseigne aucunement sur leur comportement linguistique, en public et en privé. Et ça cache surtout une autre chose. C'est que les Canadiens qui connaissent l'anglais, en 51, langue maternelle anglaise, étaient 60... pardon, pas langue maternelle anglaise, pardon. En 51, tout simplement, tout Canadien confondu, là, la connaissance de l'anglais au Canada était de 79 %. En 2016, il est rendu 86 %. Alors, la connaissance de l'anglais se porte de mieux en mieux à chaque recensement. La connaissance du français se porte de plus en plus mal à chaque recensement. Ça a commencé à 32 %, on est rendu à 29,8 %, je crois. Et ça baisse. Et c'est les francophones qui deviennent bilingues, c'est ça qui arrive. Puis les francophones qui occupent moins d'espace au Canada, ils perdent leur importance, recensement après recensement. Alors, si le Canada est sincère dans cet énoncé de dualité linguistique canadienne, est-ce qu'on devrait le maintenir? Est-ce qu'on devrait voir à son épanouissement, à cette composante précieuse de langue française, qui fait la différence entre le Canada et les États-Unis? Ben, il faudrait peut-être en tenir compte, y compris dans les décisions de la Cour suprême. Je m'arrête là, je m'excuse si j'ai pris du temps de vous. Sinon, OK. Mais je vais parler devant l'écran. ouais, ben, j'en ai entendu parler. C'était-tu une prise VGA? Il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de... Prise VGA à côté? La prise à... Juste Juste une HDMI? espèce de position de contrôle. Je pense que oui, j'ai juste HDMI. Ça, c'est une grande histoire. Oui, exactement. Le pré-uniforme, bon, le parcours enrichi, Je peux avancer. possible pour les étudiants. Je peux avancer les images.